Pas de dîner pour les menteurs, a annoncé ma mère en fermant la cuisine à clé pour le 3e jour consécutif. Papa a hoché la tête, tu mangeras quand tu apprendras le respect. Quand je me suis évanoui à l'école, l'infirmière m'a pesé et a immédiatement appelé les urgences. Les conclusions de l'hôpital allaient tout détruire. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Le verrou s'est enclenché avec un bruit sec et définitif qui a fait se nouer mon estomac vide. À travers le verre dépoli de la porte de la cuisine, je pouvais voir les ombres de ma famille s'affairer à préparer le dîner. L'odeur de poulet rôti s'infiltrait par les interstices, me faisant saliver douloureusement. Pas de dîner pour les menteurs, a crié ma mère assez fort pour que je l'entende depuis le couloir où je me tenais. Peut-être que demain tu te souviendras de dire la vérité. Mon crime ? Avoir dit à ma professeure que j'avais trop la tête qui tourne pour finir mes devoirs. Madame Patterson m'avait demandé si j'avais pris un petit déjeuner, et j'avais accidentellement laissé échapper que je n'avais pas eu de vrai repas depuis 2 jours. Quand l'école a appelé à la maison pour prendre de mes nouvelles, ma mère était furieuse. Nous nourrissons notre fille parfaitement bien, leur a-t-elle dit froidement. Elle traverse une phase où elle ment pour attirer l'attention. Nous gérons cela avec la discipline appropriée. Maintenant, debout devant la cuisine verrouillée, je pressais ma main contre mon ventre creux. C'était le 3e jour sans vrai repas. J'avais réussi à subtiliser une barre de céréales du déjeuner de mon ami hier, mais c'était tout. Éléonore mange avec nous ce soir, ai-je entendu mon père dire à ma sœur cadette à travers la porte. Puisque Jade ne semble pas apprécier les dîners de famille, elle n'a pas le droit d'y participer. Éléonore, ma sœur de 13 ans, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Puis, la voix de papa, plus forte, elle mangera quand elle apprendra le respect. Un peu de faim, ça forge le caractère. J'avais 17 ans et je pesais 89 livres, environ 40 kg. Cette discipline avait commencé 6 mois plus tôt, quand j'avais demandé pourquoi Éléonore avait de nouveaux vêtements pour l'école alors que je devais porter les mêmes uniformes élimés d'il y a 2 ans. Les enfants ingrats ne méritent pas de nouvelles choses, avait dit ma mère. Tu auras de nouveaux vêtements quand tu apprendras la gratitude. Les punitions par la faim ont commencé modestement. Pas de dessert, pas de deuxième part, des portions plus petites. Mais comme je continuais à poser des questions qui ne leur plaisaient pas, à exprimer des opinions avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord, ou à montrer le moindre signe d'indépendance, les punitions se sont intensifiées. Maintenant, des repas entiers m'étaient retirés, parfois pendant plusieurs jours. Tu as droit à de l'eau, m'avait expliqué ma mère lors de la première longue punition. Et une fois que tu te seras excusé sincèrement pour ton comportement, nous discuterons de la nourriture. Le problème était que la définition de « sincèrement » changeait constamment. Je m'excusais pour n'importe quelle transgression qu'ils avaient identifiée, mais ce n'était jamais assez. Tu dis juste ce que tu penses que nous voulons entendre, disait papa. Quand tu comprendras vraiment ton erreur, nous le saurons. Je me suis retiré dans ma chambre, étourdi d'être resté debout trop longtemps. Mon bureau était couvert de devoirs sur lesquels j'avais du mal à me concentrer. Comment se concentrer sur le calcul différentiel quand votre corps est en train de s'autodévorer? Comment écrire des dissertations quand votre cerveau est embrumé par la malnutrition? Mon téléphone a vibré. Un texto de ma meilleure amie, Esha. Ça va? Tu avais l'air vraiment pâle aujourd'hui. Je voulais lui dire la vérité, mais qu'aurais-je pu dire? Mes parents ferment la cuisine à clé. Ils m'affament. Cela paraissait insensé même pour moi, et pourtant je le vivais. Juste fatigué, ai-je répondu. À demain. Demain. Il fallait que je tienne jusqu'à demain. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, écoutant mon estomac gargouiller. À travers les murs fins, j'entendais ma famille regarder la télévision, rire devant une sitcom. Une soirée familiale normale, sauf qu'un membre dépérissait lentement dans sa chambre. J'ai essayé de garder de la nourriture dans ma chambre, mais ma mère effectuait des fouilles régulières. Stocker de la nourriture est le signe d'un trouble alimentaire, avait-elle dit en trouvant mes crackers cachés. Nous faisons ça pour ton bien, Jade. Pour briser ces schémas malsains. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Ils étaient en train de créer un trouble alimentaire tout en prétendant en prévenir un. À 3 heures du matin, désespéré, je suis descendu à pas de loup. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose, n'importe quoi. Mais la porte de la cuisine était toujours verrouillée, et ils avaient commencé à verrouiller le garde-manger aussi.
Même la corbeille de fruits qui se trouvait sur la table de la salle à manger avait été déplacée dans la cuisine. J'ai bu de l'eau du robinet de la salle de bain jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal, espérant que cela calmerait les crampes de faim. Ça n'a pas marché. Le lendemain matin, m'habiller pour l'école fut un défi. Mon uniforme flottait sur moi comme si je jouais à m'habiller avec les vêtements de quelqu'un d'autre. J'ai serré la jupe au maximum, mais elle glissait toujours sur mes os de hanche saillants. Le petit déjeuner est pour les membres de la famille qui contribuent positivement au foyer, a annoncé ma mère alors que je passais devant la cuisine. Par l'entrebâillement de la porte, je pouvais voir Éléonore manger des pancakes. Mon estomac s'est contracté violemment. À l'école, je me déplaçais avec précaution, économisant mon énergie. En cours de PS, je suis resté sur le banc, prétextant des crampes. Pendant le déjeuner, je me suis assise avec Esha et j'ai essayé de ne pas fixer son sandwich. Jade, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé. Tu as l'air malade. Je vais bien, ai-je menti. Les mots étaient devenus automatiques. Mes parents m'avaient bien dressé. Les affaires de famille restent en famille. En cours de biologie, la salle a commencé à tourner. Je me suis agrippé à mon bureau, me forçant à ne pas m'évanouir. Nous étudions le système digestif, quelle ironie. Monsieur Rodriguez expliquait comment le corps décompose les tissus musculaires lorsqu'il n'a pas assez de carburant. Le corps humain est remarquablement adaptable, disait-il. En cas de restriction calorique sévère, il cannibalisera ses propres tissus pour survivre. D'abord les réserves de graisse, puis les muscles, et finalement même les tissus des organes. Je me demandais à quel stade j'en étais. L'obscurité est venue soudainement. Un instant, je prenais des notes. L'instant d'après, je tombais. Mon corps abandonnait enfin son combat pour fonctionner avec rien. J'ai entendu des chaises racler, des voix crier, senti des mains essayer de me rattraper alors que je m'effondrais. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans le bureau de l'infirmière. Madame Chen, notre infirmière scolaire, était penchée sur moi avec un tensiomètre et une expression profondément inquiète. Jade, ma chérie, quand as-tu mangé pour la dernière fois? J'ai essayé de calculer. La barre de céréales, c'était il y a 2 jours. Avant ça, quand avais-je eu un vrai repas pour la dernière fois? Les jours se confondaient dans un brouillard de faim. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Elle m'a aidé à m'asseoir lentement, puis à désigner la balance dans le coin. Je dois vérifier ton poids. Je suis monté sur la balance, chancelant légèrement. Les chiffres numériques ont clignoté, 84 livres, environ 38 kg. J'avais perdu 5 livres, plus de 2 kg, depuis la semaine dernière. Le visage de Madame Chen est devenu blanc. Jade, je dois appeler une ambulance, maintenant. Non, s'il vous plaît, ai-je supplié. Mes parents vont être tellement en colère. Je vais bien, je suis juste. Ma chérie, tu ne vas pas bien. Tu es en état de dénutrition sévère. Ta tension artérielle est dangereusement basse. C'est une urgence médicale. Elle était déjà en train de composer le numéro. En quelques minutes, j'ai entendu des sirènes. Alors que les ambulanciers me chargeaient sur un brancard, j'ai vu mes camarades de classe regarder par les fenêtres, leurs visages choqués. Mon secret était révélé. À l'hôpital, tout s'est passé très vite. On m'a posé des perfusions, prélevé du sang, branché des moniteurs. Une médecin aux yeux bienveillants et aux mains douces m'a examiné pendant qu'une infirmière notait tout. Depuis combien de temps vous privez-vous de nourriture, a demandé doucement la docteure Kumar. Je ne. Ai-je dit automatiquement. Je veux dire, je n'ai pas de trouble alimentaire. Mes parents. Je me suis arrêté. Le conditionnement était encore fort. Vos parents? Quoi, Jade? Quelque chose dans sa voix, professionnelle mais compatissante, a fait tomber mes défenses. Il ferme la cuisine à clé, ai-je murmuré. Quand je suis méchante, quand je mens ou que je leur manque de respect. Pas de dîner pour les menteurs. C'est la règle. L'expression de la docteure Kumar n'a pas changé, mais je l'ai vu échanger un regard avec l'infirmière. Et ça arrive souvent. De plus en plus. Cette fois, ça fait 4 jours, je crois. Peut-être 5. Je perds le fil. Et ce sont vos parents qui vous privent de nourriture? J'ai hoché la tête, des larmes coulant sur mon visage. Papa dit que j'ai besoin de discipline.
Maman dit que je mangerai quand j'apprendrai le respect, mais je ne l'apprends jamais comme il faut. Ce n'est jamais assez. La docteure Kumar m'a serré doucement la main. Jade, ce qui t'arrive n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. Je dois passer quelques appels. Les heures suivantes furent un tourbillon de tests et de questions. Une assistante sociale est arrivée, puis des policiers. Mes parents ont été appelés à l'hôpital. Je pouvais entendre la voix de ma mère dans le couloir, stridente d'indignation. C'est ridicule. Notre fille a un trouble alimentaire. Nous essayons de l'aider. Mais les analyses de sang racontaient une autre histoire. Dénutrition sévère, carence en vitamines, atrophie musculaire, des organes commençant à montrer des signes de stress. La nutritionniste clinicienne qui a examiné mon cas a été directe dans son évaluation. Ceci n'est pas de l'anorexie ou une restriction volontaire, a-t-elle dit à l'équipe. Le schéma de privation, les carences spécifiques. Ceci est cohérent avec une inanition involontaire. À mon avis professionnel, la poursuite de ce traitement aurait entraîné une défaillance d'organes en quelques semaines. C'est une tentative de meurtre par négligence. Quand mes parents ont enfin été autorisés à entrer dans ma chambre, ils sont venus avec leur avocat. Le sang-froid parfait de ma mère se fissurait. L'autorité de mon père était défiée par les professionnels de la santé qui ne se pliaient pas à ses exigences. C'est une adolescente à problème, a insisté ma mère. Elle ment constamment, elle stocke de la nourriture. Nous essayons de briser ces schémas. En l'affamant ? La voix de la docteure Kumar était glaciale. Votre fille pèse 38 kg. Son corps catabolise ses propres tissus musculaires. Son rythme cardiaque est irrégulier à cause d'un déséquilibre électrolytique. C'est ce que nous voyons chez les survivants des camps de concentration, pas chez les adolescentes à problème. Vous ne comprenez pas, a commencé mon père. Jade est manipulatrice. Elle s'est probablement rendue malade pour attirer l'attention. C'est alors qu'Éléonore a parlé. Ma petite sœur, qui avait été amenée par une assistante sociale, paraissait plus jeune que ses 13 ans. Il ferme la cuisine à clé, a-t-elle dit doucement. J'entends Jade pleurer de faim la nuit. Parfois, maman me fait manger devant elle. Elle dit que c'est pour lui apprendre les conséquences. Le silence s'est fait dans la pièce. Mes parents se sont tournés pour regarder Éléonore, se sentant trahis. Je ne voulais pas que Jade meure, a continué Éléonore, les larmes coulant sur ses joues. J'ai essayé de lui donner de la nourriture en cachette, mais maman m'a surprise et a dit que je serais la prochaine si je ne cessais pas d'être sa complice. L'avocat a murmuré quelque chose d'urgent à mes parents. Les policiers se sont avancés. L'assistante sociale a rapproché Éléonore de moi, loin de nos parents. Monsieur et Madame Roy, a dit l'officier principal, nous vous plaçons en état d'arrestation pour mise en danger et maltraitance d'enfants. Le masque de ma mère s'est finalement brisé complètement. Elle le méritait, a-t-elle hurlé alors qu'on lui passait les menottes. Petite menteuse ingrate. Nous lui avons tout donné. Sauf à manger, ai-je murmuré, mais je ne pense pas que quelqu'un m'ait entendu. Les jours suivants furent un tourbillon de rétablissement et d'enquête. Les détectives ont trouvé les verrous sur la cuisine, le journal alimentaire que ma mère tenait pour documenter quand j'étais autorisé à manger, et même un tableau de punition montrant les jours de restriction alimentaire pour diverses infractions. Éléonore a été placée chez notre tante pendant la durée de l'enquête. Elle me rendait visite tous les jours, m'apportant mes devoirs et des excuses. J'aurais dû le dire à quelqu'un, a-t-elle dit. J'avais peur qu'il me fasse la même chose. Tu as 13 ans, lui ai-je rappelé. Ce n'était pas ta responsabilité. La guérison physique a été lente. Le syndrome de renutrition était un risque. Mon corps s'était adapté à la famine et pouvait être endommagé par une trop grande quantité de nourriture trop rapide. La nutritionniste a créé un plan minutieux pour augmenter progressivement les calories tout en surveillant la réponse de mes organes. Votre corps est résilient, m'a-t-elle dit. Mais il pourrait y avoir des effets durables. Perte de densité osseuse, dommages cardiaques potentiels. Vous aurez besoin d'un suivi pendant des années. La guérison psychologique fut plus difficile. J'avais été conditionné à me sentir coupable de manger, à associer la faim à la punition, à croire que je méritais la famine. La thérapeute de l'hôpital travaillait avec moi quotidiennement. Ils vous ont convaincu que les besoins humains fondamentaux étaient des privilèges à mériter, a-t-elle expliqué. Nous devons reconstruire votre relation avec la nourriture, avec les signaux de votre propre corps.
3 semaines après mon hospitalisation, j'ai témoigné par liaison vidéo pour l'audience préliminaire de mes parents. J'ai décrit l'escalade des punitions, les jours sans nourriture, la cuisine verrouillée. Le visage du juge se durcissait à chaque détail. L'avocat de mes parents a plaidé que c'était une discipline qui était allée trop loin, qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire. Mais les preuves médicales étaient accablantes. Des photos de mon corps émacié, des scanners cérébraux montrant des changements compatibles avec l'inanition, le témoignage de la nutritionniste affirmant que j'étais à quelques semaines de la mort. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation de maltraitance d'enfants et de tentatives de meurtre. Ma mère a écopé de 15 ans, mon père de 12. La différence, le journal alimentaire, de l'écriture de ma mère, montrait qu'elle était la principale architecte du plan de famine. Lors du prononcé de la sentence, ils ont été autorisés à faire des déclarations. Mon père a parlé de déception et d'ingratitude. Ma mère a pleuré sur la difficulté d'élever un enfant difficile. Aucun ne s'est excusé. Aucun n'a reconnu qu'ils avaient failli me tuer. J'ai 19 ans maintenant, je vis avec ma tante et Éléonore. J'ai un poids santé, bien que je voie encore régulièrement une nutritionniste. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Parfois, je me sens encore coupable de manger un repas complet. J'entends encore la voix de ma mère dire que je ne le mérite pas. Mais j'apprends. J'apprends que la nourriture est un carburant, pas une récompense. Que la faim est un signal, pas une punition. Que je mérite de prendre ma place dans le monde, de nourrir mon corps, d'exister sans avoir à mériter le droit de manger. Éléonore et moi cuisinons ensemble maintenant. Elle m'apprend des recettes qu'elle a apprises sur YouTube pendant que j'étais enfermé hors de la cuisine. Nous ne fermons aucune porte à clé dans la maison de notre tante. Le garde-manger est toujours ouvert. Il y a toujours des fruits sur le comptoir. Tu te souviens quand maman disait que la faim forgeait le caractère ? A demandé Éléonore un jour alors que nous faisions des pâtes. Oui, ai-je dit, en ajoutant un supplément de fromage dans mon bol, juste parce que je le pouvais. Je crois qu'elle avait tort, a dit Éléonore. C'est de lui avoir survécu qui a forgé notre caractère. La faim n'a forgé qu'un traumatisme. Elle avait raison. J'ai survécu à une famine systématique déguisée en discipline. J'ai survécu à une tentative de meurtre déguisée en éducation parentale. Et maintenant, chaque repas que je prends est un petit acte de rébellion contre les personnes qui ont essayé de m'effacer, une cuisine verrouillée à la fois. La nutritionniste avait raison, elle aussi. C'était une tentative de meurtre. Ils ont juste utilisé la faim comme arme au lieu de quelque chose de plus évident. Mais le corps n'oublie rien, et le mien a dit la vérité. Ils ont essayé de me réduire au silence par la faim. Maintenant, je mange. 3 repas par jour, des encas quand j'ai faim. C'est révolutionnaire. C'est la guérison, c'est la résistance, et c'est ma victoire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.